Le Clarity Act, c'est le texte de loi le plus important de toute l'histoire de la régulation crypto aux États-Unis. C'est celui que tout le monde attend depuis des années, celui qui doit enfin dire noir sur blanc ce qu'est une crypto aux yeux de la loi américaine. Et cette semaine, pour la deuxième fois en 3 mois, Coinbase a dit non. Brian Armstrong a informé le Sénat que sa boîte ne pouvait pas soutenir le dernier compromis sur le texte. Et derrière ce refus, c'est tout le processus législatif qui vacille. Alors on pourrait se dire, encore Armstrong qui bloque tout, encore un caprice de milliardaire. Mais la réalité est beaucoup plus complexe que ça. On en a déjà parlé il y a quelques semaines, et évidemment il y a eu du nouveau. Il ne s'agit pas de répéter ce qui a déjà été dit, on va regarder ça différemment. Parce que ce qui se joue autour du Clarity Act, c'est une guerre totale entre deux mondes. D'un côté les banques les plus puissantes de la planète qui refusent de perdre leur monopole, et de l'autre une industrie crypto qui pèse désormais des centaines de milliards et qui refuse de se laisser mettre en cage. Avant de continuer, petit point sur le partenaire de cette vidéo, Ledger. On va parler de stablecoin, de rendement, de bataille réglementaire, et pendant ce temps, la question fondamentale qui reste la même, c'est vos cryptos, où est-ce qu'elles sont? Et si la réponse c'est qu'elles sont sur un exchange, bah techniquement elles ne sont pas vraiment à vous. Avec Ledger, c'est l'occasion de reprendre le contrôle, et en ce moment il y a une promo assez dingue. Jusqu'au 6 avril inclus, Ledger vous offre du Bitcoin livré directement avec votre appareil. On parle de 80$ en BTC avec le Stacks, 70$ avec le Flex et 40$ avec le tout nouveau Nano Gen 5, qui est en promo pour la toute première fois. Même les Nano X et S+, sont concernés avec 20 et 10$ en BTC. Et pour ceux qui veulent sécuriser leur seed phrase sur du métal, le CryptoTag Zeus est aussi en promo pour la première fois avec 20$ en BTC offert. Ah et petit bonus aussi, si vous ajoutez un abonnement d'1 an à Ledger Recover, c'est 10$ en BTC supplémentaires. Et comme d'habitude, je vous mets le lien spécial pour profiter des promos en description, alors profitez-en. Allez, retour à la vidéo. Pendant des années, l'industrie crypto aux États-Unis a vécu dans un flou juridique total. La SEC de Gary Gensler attaquait tout ce qui bougeait, considérait pratiquement tous les tokens comme des titres financiers et appliquait des règles pensées pour Wall Street dans les années 30. C'était la politique du bulldozer. Et puis Trump est arrivé. Il a viré Gensler, il a mis Paul Hodgkins à la tête de la SEC et l'ambiance a changé du tout au tout. C'est dans ce contexte que le Clarity Act est né. Pour rappel très rapide, son objectif fondamental, c'est de dire une fois pour toutes qui régule quoi dans la crypto. Le texte protège les développeurs, il exclut la DeFi de la plupart des obligations d'enregistrement, il interdit la création d'une monnaie numérique de banque centrale, il pose les bases d'un régime unifié pour les plateformes d'exchange. En juillet 2025, la Chambre des représentants l'a voté avec un score bipartisan massif, 294 voix contre 134, c'est du jamais vu pour un texte crypto. Mais aux États-Unis, pour qu'une loi devienne réalité, elle doit passer par deux chambres, et quand le Clarity Act est arrivé au Sénat, il est tombé dans un tout autre univers. Un labyrinthe de comités, de négociations et de jeux de pouvoir. Ce qui se passe au Sénat américain depuis plusieurs semaines concernant ce texte, c'est une véritable guerre ouverte. Ça commence en janvier 2026. Le comité bancaire de Tim Scott publie sa propre version du texte. 278 pages, bardées de restrictions sur le rendement des stablecoins, de nouvelles obligations pour la DeFi, de classifications qui soumettent pratiquement tous les tokens au régime des securities. L'industrie a vu rouge. Brian Armstrong a publiquement retiré son soutien et le vote prévu le 15 janvier a été annulé en urgence. Ça, c'est ce dont on avait parlé dans la vidéo précédente sur le sujet. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé après. Parce que depuis janvier, on assiste à une guerre de lobbying d'une intensité jamais vue dans l'histoire de la régulation financière américaine. Il faut bien comprendre les forces en présence. Du côté crypto, les chiffres donnent le vertige. Près de 15 millions de dollars de dépensés en lobbying rien qu'en 2025 pour le Clarity Act. Le super PAC Fairshake, le lobby crypto aux États-Unis, dispose de 193 millions de dollars en trésorerie pour les midterms de novembre 2026. Coinbase a mis 25 millions sur la table, Ripple 25 millions aussi, et le fonds A16Z 24 millions. Et tenez-vous bien, 12 des 22 co-sponsors du Clarity Act sont financés par le réseau Fairshake justement. En clair, l'industrie crypto a littéralement investi dans les élus qui écrivent la loi. Et de l'autre côté, on a le lobby bancaire avec plus de 50 millions de dollars de dépenses de lobbying en 2025 juste contre le Clarity Act. Il est porté par l'American Bankers Association et inclut les PDG de JP Morgan, Goldman Sachs et Bank of America entre autres, et aussi l'ECBA qui représente 5000 banques communautaires à travers le pays. En janvier, 3200 banquiers ont co-signé une lettre au Sénat pour exiger que l'interdiction du rendement sur les stablecoins soit étendue aux exchanges et à tous les affiliés. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, c'est le rendement, le fameux yield, c'est ça le nerf de la guerre. Et c'est un peu ça qui bloque tout en ce moment. L'enjeu, il est assez simple à comprendre. Aujourd'hui, si vous détenez des stablecoins comme de l'USDC sur Coinbase, la plateforme peut vous reverser environ 4% d'intérêt par an. Les banques sont terrifiées parce que forcément, elles ne sont pas capables d'offrir un tel rendement, ça grignoterait trop sur leur marge.
Brian Moynihan, le patron de Bank of America, estime que jusqu'à 6 000 milliards de dollars de dépôts pourraient migrer vers les plateformes crypto si rien n'est fait. Et de l'autre côté, pour Coinbase, les revenus liés aux stablecoins représentent 1,35 milliard de dollars en 2025. C'est 19% de leur chiffre d'affaires total. Autant vous dire que personne ne veut lâcher le morceau, hein. Alors depuis janvier, la Maison Blanche a essayé de jouer les médiateurs. Et la séquence qui a suivi, c'est du grand spectacle politique. Le 5 février, le secrétaire au Trésor Scott Bessent traite les acteurs crypto qui bloquent le texte de nihilistes et leur dit d'aller s'installer au Salvador s'ils sont pas contents. En gros, du côté du gouvernement, ils en ont marre. Ils accusent les grosses boîtes de l'écosystème de bloquer un texte globalement bon juste parce qu'ils ne sont pas contents de certaines clauses, au risque de se retrouver avec rien du tout. Le 10 février, deuxième réunion de médiation à la Maison Blanche. Les banquiers arrivent avec un document de principe qui exige l'interdiction totale du yield sur les stablecoins. Aucun compromis, la réunion ne donne rien. Une semaine après, le 18 février, retournement de situation. Armstrong, qui avait tout fait exploser en janvier, affiche soudainement un ton plus conciliant. Il est confiant sur le fait qu'un accord finira par émerger, et que ce dernier profitera à la fois aux banques et aux acteurs crypto. En coulisses, la Maison Blanche a fixé une deadline au 1er mars pour trouver un accord. Sauf que le 1er mars arrive et il n'y a toujours pas de deal. La deadline elle passe sans qu'aucun compromis n'ait été trouvé. Et le 3 mars, c'est Trump lui-même qui s'en mêle. Il accuse ouvertement les banques de prendre le texte en otage et exige que le Clarity Act soit voté le plus rapidement possible. Quand le président des États-Unis engueule publiquement le lobby bancaire, vous savez que la tension est à son paroxysme. Et ça s'est même vérifié à Davos fin janvier. Armstrong et Jamie Dimon, le patron du JP Morgan, se sont affrontés en face à face. Dimon a accusé Armstrong de mentir à la télévision sur le rôle des banques dans le blocage du texte. Le fossé entre les deux camps n'a jamais été aussi profond. Tout ça pour aboutir au compromis du 20 mars, un accord qui sur le papier devait enfin réconcilier les deux camps, mais qui en réalité n'a satisfait personne. Et c'est exactement de ça dont je voulais vous parler. Après des semaines de négociations acharnées, les sénateurs Tom Tillis, républicain de Caroline du Nord, et Angela Alzo-Brooks, démocrate du Maryland, annoncent un accord de principe soutenu par la Maison Blanche. La sénatrice Cynthia Lummis déclare même que les négociations sur le yield sont résolues à 99%. Sur le papier, on touche au but. Alors qu'est-ce que ce fameux compromis propose concrètement? La logique repose sur une distinction qui a l'air simple, mais qui change absolument tout. Le rendement passif, c'est-à-dire le fait de gagner du yield simplement en détenant les stablecoins dans votre portefeuille sans rien faire, ça c'est interdit. Et cette fois, l'interdiction ne vise pas seulement les émetteurs comme Circle, elle s'étend aux exchanges, aux brokers et à toutes les entités affiliées. Le texte précise que tout mécanisme économiquement ou fonctionnellement équivalent à de l'intérêt bancaire est concerné. En revanche, les récompenses liées à une activité concrète, genre des transactions, des paiements, des transferts, de l'apport de liquidité, ça reste autorisé, à condition que ces récompenses ne franchissent pas le fameux seuil d'équivalence économique avec un intérêt bancaire classique. Et c'est la SEC, la CFTC et le Trésor qui seraient chargés de définir ensemble les règles précises, avec un délai de 12 mois pour les rédiger. Le lundi 24 mars, le texte est présenté aux représentants de l'industrie crypto lors d'une session à huis clos au Capitole, et le lendemain, c'est au tour des banquiers de le découvrir. Et là, c'est l'apocalypse. L'action Circle, l'émetteur de l'USDC, dégringole de 20% en quelques heures. Coinbase perd environ 10%. Bah ouais, si le rendement passif est interdit et que les règles sur les récompenses actives restent floues, le modèle économique qui a porté l'adoption massive des stablecoins ces derniers mois est directement menacé. Vous le savez peut-être pas, mais Circle a un accord très précis avec Coinbase, et c'est ça qui est en train de se jouer. En fait, c'est assez simple. Circle, c'est l'entreprise qui fabrique l'USDC, le stablecoin. Pour garantir chaque USDC, Circle place de l'argent réel dans des bons du trésor américains. Et ces bons du trésor, ils génèrent des intérêts. C'est comme ça que Circle gagne de l'argent. En 2025, ça lui a rapporté 2,7 milliards de dollars de revenus. Le problème là, c'est que Circle a besoin de Coinbase pour distribuer son USDC au grand public. Et Coinbase, ils font pas ça gratuitement. En 2024, Circle a reversé 908 millions de dollars à Coinbase juste en frais de distribution. Au premier trimestre 2025, c'était déjà 461 millions, soit plus de la moitié du total de 2024 en seulement 3 mois. Résultat, Circle génère des milliards, mais il lui reste presque rien en marge nette. Et voilà où ça devient tordu. Le Genius Act, la loi sur les stablecoins signée par Trump, interdit aux émetteurs de stablecoins comme Circle de verser du rendement aux utilisateurs. Mais Coinbase, qui n'est pas un émetteur, il prend l'argent que Circle lui reverse et l'utilise pour offrir 3,5% de récompense aux détenteurs du USDC sur sa plateforme. C'est ça la fameuse faille. L'émetteur n'a pas le droit de payer des intérêts, mais le distributeur, lui, il peut le faire. Et les banques, elles ont repéré le montage et veulent que le Clarity Act y ferme cette faille. Et le compromis qui circule actuellement au Sénat ferait exactement ça, interdire le rendement passif, y compris pour les distributeurs.
Et ça revient à dynamiter le modèle économique de Coinbase sur l'USDC. Et comme par hasard, le contrat entre Circle et Coinbase est renouvelé en 2026. Donc, ce que le Congrès décide dans les prochaines semaines va directement réécrire les termes de cette relation. Résultat, Coinbase fait exactement ce qu'ils avaient fait en janvier. Armstrong informe le Sénat que sa boîte ne peut pas soutenir le compromis. C'est la deuxième fois en 3 mois. Et leurs arguments, ils s'entendent, hein. Comment modéliser des revenus futurs quand les règles qui vont définir ce qui est autorisé ou pas n'existent pas encore? Le texte interdit le yield passif maintenant, mais les définitions précises arriveront dans 12 mois. C'est demander à une entreprise de signer un contrat dont la moitié des clauses restent encore inconnues. Bon, faut quand même nuancer un peu, tous les analystes ne partagent pas la panique ambiante. Ceux de Bernstein, par exemple, ils estiment que le marché surréagit. Selon eux, le texte cible la distribution du yield, pas le fait d'en gagner. Circle continuera de collecter les intérêts sur ses réserves. C'est le mécanisme de distribution qui va devoir évoluer. Si c'est vrai, l'impact réel sur les grandes entreprises serait moins catastrophique que ce que les cours boursiers laissent penser. D'ailleurs, Cathie Wood et son fonds ARK Invest ont profité de la chute pour acheter pour environ 16 millions de dollars d'actions Circle. Et puis il y a deux angles que personne n'a vraiment anticipé. Le premier, c'est la DeFi. L'interdiction du rendement vise les émetteurs, les plateformes centralisées et leurs affiliés, oui. Mais les protocoles décentralisés, comme AAV par exemple, ils sont pas concernés. Si vous déposez vos USDC dans un vault sur AAV pour générer du yield, c'est le protocole qui vous rémunère, pas l'émetteur. Et ça, le Clarity Act, il interdit pas. Plusieurs analystes voient dans cette situation une opportunité de migration massive de capitaux vers la DeFi. C'est assez ironique quand on y pense. En voulant protéger le système bancaire traditionnel, le texte pourrait finir par accélérer exactement ce que les banques redoutent le plus, la fuite des capitaux vers un système qu'elles ne contrôlent pas du tout. Et il faut quand même tempérer un peu, les rendements en DeFi tournent actuellement entre 3 et 5% sur les principales pools de stablecoin. C'est à peine au-dessus des fonds monétaires classiques. Sans remontée significative des taux on-chain, est-ce que les épargnants vont vraiment abandonner une épargne garantie pour un protocole décentralisé bien plus complexe à prendre en main? Ah, c'est pas si sûr, hein. Au-delà de la DeFi, un autre gagnant possible, c'est Strategy. Ils ont un produit dont on a déjà parlé, le STRC. C'est une action préférentielle cotée au Nasdaq qui verse un dividende d'environ 11,5% par an, payé tous les mois. C'est pas un stablecoin, c'est un titre financier classique enregistré auprès de la SEC. Et ça veut dire que le Clarity Act ne le concerne absolument pas. Donc réfléchissez 2 secondes à ce que ça implique. Si demain le STRC est tokenisé, c'est-à-dire mis sur la blockchain sous forme de token échangeable, vous vous retrouvez avec un actif qui ressemble fortement à un stablecoin, qui a une volatilité très faible et qui vous verse un rendement mensuel de 11,5% annualisé, le tout en parfaite légalité. Évidemment, sous réserve que ce nouveau produit de Saylor continue à fonctionner et à remplir ses promesses. Pour l'instant, c'est en bonne voie et plus le temps avance, plus ce sentiment va être renforcé. En gros, pendant que le Congrès se bat pour empêcher les stablecoins de verser des intérêts, le marché est peut-être déjà en train de trouver une autre porte de sortie. On est donc dans une situation assez fascinante. D'un côté, les banques qui refusent de lâcher leur monopole sur le rendement, et de l'autre, une industrie crypto qui refuse de signer un chèque en blanc. Au milieu, un président qui engueule tout le monde, des sénateurs qui négocient en coulisses, et une horloge électorale qui tourne inexorablement. Ce qui est sûr, c'est que les prochaines semaines vont être déterminantes. Le markup en commission bancaire est visé pour fin avril. Si Tim Scott arrive à réunir suffisamment de voix, le texte pourrait enfin avancer. Sinon, c'est le gel complet jusqu'au midterms, et peut-être bien au-delà. En tout cas, d'après Mike Selig, le chairman de la CFTC, ça devrait finalement passer dans peu de temps. Alors à voir. On entre dans une phase absolument cruciale pour l'avenir de l'écosystème, et soyez certains qu'on va suivre tout ça de très près pour vous sur le journal du coin. D'ailleurs, pour ne rien rater, rejoignez notre canal Telegram d'actualité. On vous résume toutes les dernières news gratuitement et en direct, et autant vous dire que ça fait vraiment gagner un temps monstre. Je vous mets le lien en description, alors n'hésitez pas. Évidemment, allez aussi jeter un œil aux aventures de Kara, comme à chaque fois, et aussi, n'hésitez pas à jeter un œil au partenaire de cette vidéo, Ledger, qui a des offres vraiment intéressantes. Je vous mets tous les liens en description, comme d'habitude. Et si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous, ça nous aide beaucoup et ça vous permettra de ne rien louper. Et dites-moi en commentaire si vous pensez que le Clarity Act passera avant les midterms, ou si c'est mort pour cette année. Et dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos. D'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.